Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de ce mardi 8 juillet 2025. Vous êtes en compagnie de Florian Dai et aujourd'hui nous allons continuer à parler d'une exposition de calligraphie sur rouleaux verticaux qui date de la dynastie des Ming, c'est-à-dire du 16e-17e siècle, qui est encore visible jusqu'au 19 juillet. Nous avions commencé à en parler la semaine dernière avec le président de la fondation He Chuangshi, donc qui organise l'exposition, Gary He, qui est venu à la radio nous parler de cette exposition. La semaine dernière, il nous avait plus parlé du contexte socio-historique dans lequel avaient été écrites ces œuvres, des différents matériaux, des différents types de soie utilisés ou de papier. Et aujourd'hui, je lui ai demandé, mais quand on ne comprend pas le chinois écrit, quand on n'arrive pas à lire le contenu des calligraphies, qu'est-ce qu'on peut observer? Comment apprécier une exposition de calligraphie chinoise? La première chose à savoir, c'est que, bien sûr, en chinois, les caractères imprimés s'écrivent toujours de la même manière, mais en calligraphie, tout l'art réside dans le fait de savoir apporter des changements. La préface au pavillon des orchidées est considérée comme le meilleur exemple de calligraphie cursive au monde. Chaque caractère est différent. Et j'ai même trouvé 7 fois le mot 1, I. Le caractère I est très simple, un seul trait horizontal, mais les 7 I sont différents. Chaque trait a une attaque. Lorsqu'on pose le pinceau, on peut revenir en arrière ou continuer directement. Ensuite, il y a le déplacement du pinceau, le trait en soi, qui peut être épais, fin ou court. Enfin, il y a la fin du trait, la façon de soulever le pinceau. C'est tout ça qui en fait un art. Certains diront qu'un texte calligraphié reste simplement un texte, mais de la même façon qu'un corps humain reste toujours juste un corps, en dansant, eh bien, la personne sera considérée comme un artiste. Elle peut tourner, sauter, parfois on pense qu'elle va tomber, mais en fait, elle est très stable. Et Gary He fait le parallèle entre les traits du pinceau et les membres du corps humain, entre la danse et la calligraphie. En calligraphie, on regarde aussi comment les traits sont structurés. Quand je regarde les caractères Cai Pai de Wang Yangming, je trouve que les traits sont très fins, mais qu'ils ont du corps. Ils ont à la fois de l'os et de la chair. Je pense aux danseuses de ballet. Leurs jambes sont très fines, mais elles sont puissantes. Elles peuvent se tenir sur un seul pied et elles sont très élégantes. Gary He poursuit en expliquant que le premier caractère d'une calligraphie est souvent assez solide, avec un pinceau très chargé d'encre. Ensuite, le deuxième sera peut-être aussi écrit en gros, et le suivant sera généralement plus petit. La taille de chaque caractère peut varier en épaisseur, mais aussi en espace occupé, par exemple avec le caractère qui indique le milieu, zhong, la ligne verticale qui traverse le caractère peut être parfois très courte ou parfois très longue. L'idée est que la calligraphie dans son ensemble soit harmonieuse. Et après avoir regardé les caractères séparément, eh bien on peut aussi regarder comment est-ce qu'ils sont reliés entre eux, les uns avec les autres. Vous trouvez que la liaison est assez intéressante. On appelle cela le trait est coupé, mais l'intention les relie. Parfois, après avoir écrit le premier caractère, il y a un trait qui relie le caractère suivant, mais parfois il n'y en a pas. Cependant, vous pouvez voir qu'il y a une liaison dans l'air, puis le trait est coupé, mais le geste reste fluide. L'intention de l'écriture n'est pas interrompue. Regardez ensuite comment est écrite cette ligne. Certains caractères sont décalés vers la gauche, puis le caractère suivant est décalé vers la droite. Chaque caractère doit pouvoir se tenir debout. C'est comme du kung-fu. Vous pouvez aussi regarder comment maintenir le rythme dans une ligne, puis comment cette ligne et celle d'à côté s'influencent mutuellement. Par exemple, si on écrit très épais à un endroit, on utilisera un pinceau sec pour faire ressortir les blancs volants dans la ligne suivante à côté. Les blancs volants, donc une traduction littérale du mot chinois fei bai, sont des parties qui sont laissées sans encre à l'intérieur d'un trait et elles apparaissent lorsque le pinceau est moins chargé d'encre et que l'on va plus vite en écrivant.
Quand on regarde l'ensemble d'un texte, on voit par endroits comme des blocs noirs, des endroits où l'encre est plus dense, plus épaisse, où le pinceau est plus appuyé pour quelques caractères. Et donc, même si on ne comprend pas le sens des caractères chinois, eh bien, juste en regardant un petit peu la composition de la calligraphie comme ça, eh bien, on peut voir comment l'ensemble de l'œuvre est organisé. Après, c'est vrai que tout cela est valable surtout pour les styles de calligraphie cursifs et courants, qui sont des styles plus expressifs, alors que parfois certaines calligraphies sont plus régulières, avec des caractères bien alignés et tous de la même taille, de la même épaisseur. Le style de calligraphie employé change aussi selon le destinataire. On se rappelle par exemple de la calligraphie écrite par Zhou Rong pour l'anniversaire de sa tante que nous avions évoquée la semaine dernière. Zhou Rong, dont je viens de parler, écrit de la même manière tout au long du texte, car ce texte est destiné à des aînés et doit être rédigé avec beaucoup de respect. Il ne s'agit pas de montrer ses talents en calligraphie, mais de raconter clairement l'histoire. Cependant, vous pouvez également voir que lorsqu'il rencontre des caractères identiques, il apporte tout de même des variations qui sont très naturelles. En résumé, d'un point de vue purement artistique, donc sans comprendre le chinois, on peut observer comment l'encre est appliquée, comment les lignes sont tracées, et puis comment les caractères sont reliés les uns aux autres, et quels espaces sont laissés, comment est l'agencement de la calligraphie dans son ensemble. Ensuite, si vous vous rendez à l'exposition à 14h, il y a tous les jours quelqu'un pour parler des calligraphies, donc entre le mardi et le samedi, pour avoir plus d'explications sur des histoires autour de ces calligraphies. J'étais allée le jour de l'ouverture et le directeur de la fondation, Wu Guohao, nous a présenté les œuvres. Junting, qui pratique la calligraphie avec le professeur Wu Guohao, est également là pour voir l'exposition, nous a partagé ses impressions. Comme j'apprends la calligraphie, venir à cette exposition me permet d'admirer les œuvres anciennes. Et c'est aussi une source d'inspiration. Je remarque des choses auxquelles faire attention quand j'écris. Les traits des calligraphies de l'époque sont plus naturels, parce que quand on écrit de la calligraphie maintenant, on est plus dans un processus de création artistique, et on recherche de la technique, des changements de structure. Les œuvres de la dynastie Ming, en particulier, ont un style ouvert et léger, comme flottant, assez similaire à ce qu'on fait de nos jours, mais elles semblent couler plus naturellement. Voilà ce qui m'a le plus marqué lors de cette exposition. Wu Guohao avait expliqué que la place de certains caractères et leur graphie peuvent aussi révéler beaucoup. Sur une grande calligraphie exposée qui présentait simplement 2 lignes de caractères assez gros, il y avait un caractère Ping, dont le trait vertical est vraiment très long, tout en bas de la première ligne, donc sachant que les calligraphies s'écrivent de haut en bas. Et puis le mot Tianzi, qui veut dire le fils du ciel, c'est-à-dire l'empereur, est placé tout en haut de la ligne suivante. En fait, c'est une calligraphie de Zhang Ruitu qui a été Premier ministre, et d'après la disposition du texte, Tianzi devait se trouver en bas, mais Zhang Ruitu n'osait pas placer l'empereur en bas, donc il a étiré le caractère Ping bien au-delà de sa longueur normale, de façon à remplir la fin de la ligne pour que le mot qui désigne l'empereur se retrouve en haut. Et donc cette calligraphie reflète aussi la position politique de son auteur ou son attitude envers l'autorité impériale. Voilà un petit peu pour vous donner une idée des détails qui peuvent être expliqués pendant la visite. Pour le reste, eh bien, il faut y aller soi-même. Avant de terminer, je voulais aussi vous mentionner un autre projet de la Fondation qui est le musée en ligne. Donc je vous avais déjà mis des liens la semaine dernière vers ce site et Gary Ho nous explique de quoi il s'agit. Ce musée virtuel vient du fait qu'on ne pouvait pas organiser d'exposition pendant la pandémie. Nous avons fait appel à une agence de design pour la conception. Le musée virtuel présente principalement des œuvres de la dynastie Ming d'environ 2500 personnes, qui étaient toutes des personnalités importantes de la société de l'époque qui avaient au moins une certaine influence. Par exemple, il y avait également un rouleau de Wenhua. C'est probablement pas un nom qui vous parle, c'était un dignitaire qui était gouverneur de canton à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où le missionnaire Matteo Ricci est arrivé en Chine. C'est peut-être un nom qui vous parle plus. Matteo Ricci est notamment connu pour être l'auteur d'un dictionnaire qui fait encore référence aujourd'hui, le Grand Ricci.
Il a traduit en chinois des livres de philosophie, de mathématiques et d'astronomie, et dans l'autre sens, c'est aussi lui qui a révélé à l'Occident Confucius et sa philosophie. Matteo Ricci est arrivé en Chine en 1583, et c'est le gouverneur Wenhua qui l'a autorisé à s'installer à Canton, à une époque où les étrangers étaient très rares et pas toujours les bienvenus en Chine. Matteo Ricci est donc un des premiers jésuites à se rendre en Chine, et en 1601, il est le premier Européen à être invité à la cour impériale de Pékin. Il a ensuite enseigné les sciences au fils de l'empereur et est resté à la cour jusqu'à sa mort en 1610. Donc il y a dans cette exposition et sur le musée en ligne une calligraphie de Wu Wenhua, le gouverneur qui a accueilli Matteo Ricci en Chine à l'époque. En ligne, on peut voir les œuvres scannées, ce qui permet de les agrandir considérablement. Ça aide à mieux voir les petits caractères, mais aussi les peintures. Il y a par exemple une série de peintures qui représentent l'élevage des vers à soie dans le palais, avec un homme qui attrape des vers à soie dans l'arbre et les place sur une étagère. Cette peinture est un petit rouleau d'environ 20 cm de long, donc à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose parce que les vers à soie sont trop petits. Et c'est une œuvre vieille de 400 ans qui est aussi abîmée, mais en agrandissant l'image, on peut voir beaucoup plus de détails. Je vous laisse donc découvrir tout cela sur le site internet et je vous remercie d'avoir suivi ce décryptage de la rédaction de Radio Taïwan International.